Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, je vous le rappelle, organisée dans le cadre de l'élection présidentielle dont le premier tour est programmé pour le 6 mars prochain. Et c'est justement une candidate à cette élection présidentielle que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit de Madame Marie-Élise Bédot. Merci beaucoup d'avoir cette notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et pour interviewer Madame Élise Bédot, je suis avec Thierry Gauguin. Thierry, merci. Babilas, merci. Alors, Madame Élise Bédot, on se revoit, on s'est déjà vu il y a 5 ans. Et j'avais bien vous demander, ça même vu il y a 10 ans aussi, vous étiez toujours candidate, et j'avais vous demander, entre les autres candidatures et celle-ci, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Et qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ce sera mieux? Toujours pas mon projet de société, puisque j'ai un problème récurrent dans ce pays. C'est un problème socio-culturel. Quand nous faisons le bilan, c'est ça qui revient. Au Bénin, on dit, Marie-Élise Bédot, laisse tomber cette affaire-là. Tu ne seras jamais présidente de la République, parce qu'au Bénin, une femme ne peut pas être chef. Et je m'entête, une femme sera chef. Parce que, au-delà de cette attitude négative que je vois autour de moi, je dis le monde a évolué, beaucoup de choses ont changé et je veux bien croire que on ne me reproche pas mes qualités de manager. J'ai été ministre dans ce pays, peu importe le nombre de mois que j'ai fait, mais je pense qu'on sait qui est Marie-Élise Bédot et je suis une femme de gestion, une femme de conviction et une femme qui sait travailler avec ses collaborateurs et qui a eu la chance d'avoir quand même une parcelle de pouvoir, une délégation de pouvoir de la part de 2 chefs d'État, alors que je ne connaissais rien au départ à la chose politique. Je sortais de la société civile quand le président Kérékou m'a nommé. Mais le ministère est là. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Rien. Donc, je continue de croire que j'ai mes chances et je me bats à égalité avec les autres candidats qui ont un projet de société que j'essaie de faire partager avec le peuple béninois. Vous avez opté, madame, pour une campagne de proximité. Alors, c'est un choix stratégique ou c'est parce que vous n'avez pas les moyens de battre campagne comme vos concurrents? C'est un choix stratégique, d'abord. Parce que je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine de faire des grands meetings puisque vous avez la foule. Moi, je suis à la recherche de gens qui n'attendent pas que je leur donne de l'argent avant de voter pour moi. Et lorsque vous faites les campagnes de proximité, on vous comprend mieux, on vous écoute mieux et surtout les populations veulent vous voir vous-même au lieu de voir des intermédiaires qui viennent leur distribuer de l'argent. Donc c'est stratégique et ça me convient comme ça parce que les années antérieures, comme je le dis, j'ai commis cette erreur aussi. Vous avez distribué l'argent? Je n'ai pas distribué de l'argent mais j'ai fait des meetings et je me suis rendu compte que même dans ces meetings il y avait la foule ou bien des personnes qui n'avaient même pas leur carte d'électeur. Là, je m'assure que les personnes, les populations à qui je rends visite ou bien qui m'appellent et qui me disent nous sommes prêts à être avec vous, vous donner nos suffrages, je m'assure la première des choses que ces populations ont leur carte d'électeur. C'est ça que je n'ai pas fait dans les années passées où vous croyez que vous drainez les mondes qui vous aiment bien et vous vous rendez compte que tous ces gens-là viennent pour autre chose et ne votent pas pour vous. Voilà. Madame Bédot, beaucoup de vos compatriotes vous appellent l'Amazon des temps modernes. Aujourd'hui, ils ont trouvé une autre appellation, mais avant, Amazon des temps modernes, comment est-ce que vous accueillez cela? Ça vous flatte? Vous savez, vous serez étonné de ma vision sur l'Amazon. Les Amazones d'Abomey, d'accord, mais c'était des exécutantes. C'est en cela que je suis souvent gênée. Quand je le dis, on me dit, mais Marie-Élise, d'accord, on ne voit pas cet aspect-là. Je dis toujours, les Amazones recevaient des ordres pour aller combattre. Donc, elles ne géraient pas elles-mêmes la chose publique. On me dit non, c'est quand même pour montrer la bravoure.
Je ne vois pas ce que je fais. C'est pas de la bravoure pour moi, ni même du courage. Tout ce que je fais, honnêtement, je le trouve tout à fait normal, qui cadre avec la personnalité de Marie-Élise Bédot, de la vision qu'elle a et de ses rêves pour son pays. Aujourd'hui, on vous appelle Madame 5E. E comme Élise, bien entendu. Ah, je n'avais même pas fait. Et eux, c'est-à-dire, de par ce que vous proposez dans votre société, l'énergie, l'emploi, l'entreprise, l'éducation et l'environnement. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu trop? Est-ce qu'on peut réussir quand on met tout cela ensemble? C'est vrai que c'est des mots dont souffre le Bénin, mais comment est-ce que vous allez procéder pour que l'on sente réellement que quelque chose aura bougé dans ce secteur-là? Les 5 E tels que conceptualisés par mon équipe et moi, c'est dans le social, le politique, l'économique. Ça résume les maux dont nous souffrons. Et je peux vous dire que si je les appelais les urgences. Les 5 E, ce sont les urgences quand Marie-Élise viendra au pouvoir, si le peuple béninois lui accorde son suffrage. Parce que ça commence par l'énergie, que je trouve aujourd'hui transversale. L'énergie à 100% en termes de production et de distribution pour le pays, la construction de centrales électriques qui vont générer des emplois aussi bien directs qu'indirects. Les emplois directs, c'est quoi? Si on crée une centrale électrique, on va donner des emplois déjà à des gens bien formés. Mais de façon indirecte, l'énergie, nous en avons besoin pour développer une industrie, les entreprises. Donc forcément, ça va donner du travail. Et comme je dis, c'est ça que je couple pour l'emploi des jeunes, parce que il y a le plan stratégique que je vais pour les jeunes, pour dire que il me faut des industries pour la production, des industries pour les transformations des matières premières, et comment doter ces industries de matières premières à transformer sur le terrain et avec tous les produits dérivés. Et je peux vous parler tout de suite de la filière anacarde, ananas, karité, maïs, manioc. Pour l'exportation, il faut qu'on puisse transformer, exporter avec tous les dérivés pour pouvoir être présent sur le terrain et dans le monde, et également pour la croissance économique. Donc, après ça, l'emploi des jeunes, le système éducatif par rapport à ce que nous connaissons, c'est-à-dire aujourd'hui nos enfants ont pour professeurs des gens qui n'ont reçu aucune qualification, qu'on a trouvé parmi les étudiants, au lieu d'engager de vrais professeurs qui ont reçu une formation dans une école normale. Et ça, il faut qu'on le fasse, qu'on redresse la situation. Puis j'ai pensé également à l'environnement. L'environnement pour de vraies usines de traitement des ordures ménagères, des eaux usées, et également pour en faire la biomasse, etc. Donc voilà, très compacté pour vous, mais je dis l'élément transversal pour arriver à ce développement économique, social pour mon pays et même culturel. Parce que quand je parle d'industrie, il y a l'industrie culturelle, l'industrie touristique, et je dis que sans énergie, on ne peut pas avoir d'industrie, on n'en a même pas. Donc, l'énergie est devenue un élément transversal. L'énergie est la base de votre programme. Aujourd'hui, c'est l'énergie, on n'a plus le choix. Alors que dans les années passées, je ne me suis pas focalisé là-dessus. Mais aujourd'hui, regardez, si on nous coupe tout de suite, est-ce qu'on pourra continuer notre débat? Et même je ris parce que l'ORTB, pardonnez-moi, la chaîne nationale, a enregistré les projets de société des candidats. Mais demandez à la population combien ont vu les projets de société de Marie-Élise Bédot d'abord et des autres. Une fois qu'on coupe l'électricité dans la zone, la personne n'a pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène. Nous avons parlé pour nous faire connaître, pour faire connaître nos projets de société, mais les populations n'ont même pas eu ce plaisir de nous écouter. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui là, l'urgence
des urgences pour le développement économique de notre pays passe par l'énergie électrique. Je voudrais qu'on revienne un peu à l'éducation. Vous voulez mettre en place des réformes profondes du système éducatif visant à mettre en adéquation le système scolaire et les réalités et besoins du pays. Tout à fait. Quelles sont les réformes que vous pouvez mettre en place de manière concrète en fonction des objectifs que vous avez? Les vacataires d'abord doivent disparaître, ou bien on les reprend pour les former. Parce que les vacataires primaires, secondaires, il faut commencer par là. Pour le système éducatif, nous sommes tombés complètement. Les enfants n'ont plus de repères parce qu'ils sont en face d'eux, des gens qui ne sont même pas capables de bien s'exprimer. Nos enfants s'expriment très mal. Or, vous savez très bien que seule l'éducation peut aider également au développement du pays. Si nos enfants ne sont pas éduqués, comment vous voulez que dans les matières qui peuvent booster l'économie de notre pays, on puisse les avoir? Donc, il faut former ces gens-là et surtout recruter de vrais éducateurs pour notre pays et former dans des écoles normales comme on le faisait. Aujourd'hui, on prend des arrêtés, on prend des décrets et paf, on nomme des vacataires. On prend des décrets et paf, on nomme des vacataires qu'on dispatche dans les collèges. Comment vous voulez que le professionnel, le technique également, puisse évoluer et être en adéquation avec le marché de l'emploi? Or, aujourd'hui, nous avons besoin de former nos enfants en adéquation avec les besoins du marché du travail, les besoins du pays. Nous sommes en train d'échouer. Et c'est ça également qui fait grossir le chômage. Et je veux résorber ce chômage par les réformes dans l'entreprise, donner confiance aux entrepreneurs, les chouchouter, s'asseoir à la même table, discuter avec eux s'il faut faire des exonérations de taxes, des impôts pour les entreprises qui s'engagent à embaucher nos enfants de façon durable. Mais voilà les réformes. Madame Badou, permettez-moi de rebondir là-dessus. Le Bénin a un budget essentiellement fiscal et chaque fois qu'on se voit obligé d'exonérer de telle ou telle entreprise d'un certain nombre de taxes, c'est l'économie qui en souffre et pourtant c'est ce que vous voulez faire pour les jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas parce que le budget est essentiellement fiscal que je ne peux pas m'asseoir avec des entreprises qui sont créatrices d'emplois, de croissance économique et voir ensemble avec elles ou bien les chefs d'entreprise pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on va. Quand je dis je vais exonérer, je serai aussi gagnante si j'ai des entreprises sérieuses qui s'engagent à résorber le chômage et engager et embaucher nos enfants de façon durable. Mais qu'est-ce que je perds en les exonérant? Donc, quand on dit que le budget est essentiellement fiscal, ça ne nous empêche pas de nous asseoir. Parce que moi, je dis, je ferai toujours tout dans la concertation, même avec l'opposition. Parce que l'opposition, les Béninois qui sont dans l'opposition ont les mêmes rêves pour ce pays. Donc, moi, en tant que chef d'État, je ne prendrai jamais de décision seul, sans la concertation, sans le dialogue social avec les syndicats, parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence pour que nous relevions le niveau de nos enfants et qu'on puisse vraiment les faire absorber par des entreprises à qui on redonne confiance. Et comme je l'ai toujours dit, que les hommes d'affaires qui sont candidats me pardonnent. Je dis, moi j'ai besoin d'ajavon, j'ai besoin de talents dans les entreprises en tant qu'opérateur économique, en tant que secteur privé pour m'aider à donner du travail à nos enfants. Qu'ils me pardonnent. Dans le domaine de la santé, il y a une mise en place de la RAMU depuis 2013. La RAMU, c'est l'assurance santé universelle. Vous pensez que c'est une bonne initiative qui fonctionne bien ou bien qu'est-ce qu'il faut améliorer? Moi, je vais même plus loin. Au-delà du RAMU, il faut plus. La couverture sociale pour les plus pauvres. Parce que d'après les statistiques, tout le monde n'a pas un accès facile à la santé, aux médicaments, même les médicaments génériques. Ça, c'est un problème
Donc, le RAMU, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette couverture sociale pour aider surtout les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un accès facile à la santé, aux soins de santé. Et je vais même plus loin. Il faut déjà même penser, je dis, je vais mettre un système de contrôle parce que les pauvres viennent à l'hôpital, on leur prescrit des médicaments, mais vous avez des agents indélicats qui volent les médicaments de nos malades aujourd'hui. Et ça, c'est un problème récurrent dans nos hôpitaux. Comment sécuriser nos malades? Et il y a quelque chose aussi qui m'horripile, que je n'arrive pas à comprendre. Pendant longtemps, le scanner, quand on vous demande de faire un scanner, il faut aller au Togo. Comment le Togo fait? L'IRM, pareil. Comment se fait-il que dans ce pays, dans notre pays, on ne puisse pas mettre à la disposition de nos populations des plateaux pour ce genre de choses et les aider? Et voir comment, de par l'assurance les maladies, les aider. Donc, il faut creuser plus que ça. Parce que le RAMU, apparemment, bien sûr, des décisions ont été prises du jour au lendemain. Et nous avons appris qu'on n'a pas associé même les acteurs de la santé au RAMU. Ce qui fait que ça bat de l'aile. Effectivement, le Parlement vient de sortir une loi qui a légiféré dans le sens, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Et ça fait partie de mes projets pour la santé. Madame Bedo, il y a un phénomène qui a cours ici, le phénomène sémillant du nom des taxis-motos. Ils sont des milliers aujourd'hui, et quand on voit les conditions dans lesquelles ils exercent dans la ville, on se demande, est-ce qu'ils ne se tuent pas à petits coups? Mais dans le même temps, il n'y a pas autre possibilité pour eux. Et il n'y a aucune compagnie de transport en commun qui se développe réellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais voilà ce que j'ai dit. Si j'ai de l'énergie électrique pour booster les entreprises, que ce soit des petites et moyennes entreprises ou bien de vraies industries, nous n'avons pas les services au Bénin, vous le savez, nous en manquons. On peut les diriger vers le transport. Nous n'avons pas d'industrie de transport dans le pays pour pouvoir au moins les recycler, les aider. Donc, c'est un problème récurrent. Et c'est ça, c'est le chômage. Absorber le chômage de nos jeunes qui sont obligés, dans les pires des cas, de faire zémidjan. Nous avons parmi les zémidjans des diplômés, des gens de valeur, qui ont leur diplôme de médecine, leur diplôme de droit, etc., mais qui n'ont pas d'autres moyens. Donc, on doit pouvoir régler ce problème du chômage, et plutôt que de les laisser vivre dans la précarité et les laisser dormir sur leur moto toute la nuit dans des coins et recoins de la ville. Donc ça fait partie. Quand je parle du chômage, il y a les émigrants, il y a nos jeunes qui sont encore à la maison, qui n'ont jamais eu de premier emploi. Et c'est pour ça que moi je n'arrête pas, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Si vous prenez certaines de mes déclarations antérieures, bien avant même que je devienne ministre, j'ai toujours dit aux jeunes, non. Faut pas croire que le gouvernement va vous donner des emplois. On voit d'ailleurs ce qui se passe. On les prend, ils font un stage d'une année dans une entreprise, non même pas dans les ministères, parce que moi j'en ai vu dans mes ministères, et au bout d'une année, ils retournent à la maison, il faut recommencer à zéro. Et c'est ça qu'il faut, c'est pour ça que je dis, j'ai besoin du secteur privé, mais le secteur privé permanent. Pas des hommes d'affaires qui font une affaire, tac, pour gagner tout de suite, mais pérenniser. Mais c'est l'État qui est l'accompagnateur du secteur privé. Merci. Donc, Madame Bedo. On a encore 7 minutes d'émission, Thierry. Madame Bedo, au niveau de la réforme de l'institution, certains candidats estiment qu'il faudrait revoir la loi fondamentale, et notamment rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis tout à fait d'accord. La révision de la Constitution s'impose à nous. Et pourtant, on a raté une occasion, non? On devrait la réviser récemment et ça n'a pas été fait, non? Mais oui, mais je crois que c'est la façon dont ça a été présenté. Le chef de l'État actuel a été soupçonné de vouloir changer la Constitution pour rester au pouvoir. Malgré ces déclarations,
Mais tout est question de contexte dans lequel la décision a été prise. Au départ, on était parti sur la base de relecture. Et je peux vous dire que nous, au sein de notre association des femmes juristes du Bénin, avec des magistrats de haut niveau, nous avons travaillé pour apporter également notre grain de sel à cette relecture. Donc une révision de la Constitution, elle est opportune. Elle est opportune, on n'a pas le choix par rapport, qu'est-ce que je peux dire, par rapport à la justice. Déjà, l'indépendance de la justice, il faut repenser l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif. Autrement, vu les émissions intempestives parfois de l'exécutif qui veut mettre la main sur les institutions. Et même à un moment donné, une impression, d'ailleurs on le dit, que l'exécutif était à l'Assemblée nationale, l'exécutif était à la Cour constitutionnelle, l'exécutif était à la Cour suprême. Il faudrait qu'on revoie comment on pourrait mettre chacun à sa place et dans son rôle. On va passer les quelques minutes qui nous restent encore à parler de quelques faits d'actualité. Le Conseil des ministres a pris une décision en sa dernière séance où il s'agit de ne pas aller dans le bureau de vote avec des téléphones portables, encore moins des tablettes. Je vous remercie d'en parler parce que j'avais envie d'en parler. C'est pas le rôle du gouvernement de prendre une décision comme ça. C'est la Sénat qui s'occupe des élections. La commission électorale. La commission électorale nationale. Et je dis ce n'est pas bien. On veut aller à des élections libres, transparentes et crédibles. Et je ne trouve pas opportun que le gouvernement s'assoie pour prendre une décision pour empêcher. Mais ils ont peur de quoi? Qu'est-ce qui regarde le gouvernement dans le processus électoral? Donc je dis ce n'est pas une bonne décision et je souhaite que le gouvernement revienne sur sa décision parce que moi je n'ai pas arrêté de dire à mes électeurs. Moi, je dis à mes électeurs, on nous a assez volé nos voix. On nous a assez... Moi, on vole tout le temps mes voix. On vole mes voix. Ça, c'est le langage des mauvais perdants. Non, non, c'est pas mauvais perdant. Les gens qui ne gagnent pas, mais qui estiment qu'ils ont gagné quand même. Dès qu'on va commencer le dépouillement et le comptage des voix, si vous voyez Bédo, 1, 2, 3, jusqu'à la fin, là où ça s'arrête, vous cliquez dessus. Avec quoi? Le moment venu, avec le téléphone. Venant à dire que j'ai 0 voix, on va voir un huissier, on sort le document, on va devant les juridictions pour faire valoir nos droits. Donc, j'espère que le président de la République et son gouvernement auront la sagesse de revenir sur cette décision parce qu'on va les soupçonner de vouloir tricher alors, mais on ne les laissera pas tricher. Je ne veux plus qu'on vole mes voix. Ils ont assez volé mes voix. C'est vrai que vous avez connu des campagnes un peu compliquées. Les 4 dernières campagnes, les 3 dernières, hein, vous n'avez pas eu un seul pourcentage. 1%. Où est le problème? C'est lié au vol, c'est ça? C'est le vol des voix? C'est le vol des voix. 1%. Non, il n'y a pas que 1%. Je vous dis, ils passent leur temps à voler les voix. Je vous dis, les gens votent. Et puis, quand on prend le document, Bédo a 0 voix. Mais les gens disent, mais maman, mais au moins on a voté là. Comment comprendre que dans ce bureau de vote, mes voix n'apparaissent pas? Et j'ai appris, c'est pour ça que je vous ai dit que moi j'ai changé de stratégie. Je me suis battu, je ne peux pas couvrir tout le territoire, mais j'ai des représentants cette fois-ci dans les bureaux de vote. C'était ça le crime que j'avais commis en ne faisant pas attention les fois dernières. Je n'avais personne. Alors quand tu n'as personne pour sécuriser tes voix, pour te représenter dans un bureau de vote, on se rend compte que tu n'y es pas là, puis terminer, tes voix disparaissent. C'est pour ça que ça ne disparaîtra plus cette fois. Madame Bédo, beaucoup de Béninois attendent encore leur carte d'électeur et ne sont pas sûrs de les avoir avant le jour du scrutin. Est-ce que cela vous inquiète? Ça m'inquiète. Parce que je dis, j'ai entendu le président de la Cour constitutionnelle dire, bon, pour ces quelques, on ne va pas faire ceci, et que les premières cartes qu'on nous a délivrées en 2015 peuvent durer 10 ans. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Nous sommes un peuple uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au nom de quoi certains vont voter avec une carte différente de l'autre carte, même si c'est valable 10 ans. Et que deviennent les jeunes de 18 ans qu'on devait impliquer? Ce n'est pas normal. Il fallait trouver une solution dans l'urgence. Le problème, c'est que vous voyez, c'est ça qui est dommage au Bénin.
On ne respecte pas les tests. Je suis une juriste et ça m'horripile. Nous donnons des tests qu'on ne respecte pas. Si chacun faisait son travail en respectant les tests dans les délais qu'il faut, on ne se retrouverait pas là. Alors, même dans certaines zones, j'ai appris que même dans le Mono, Koufo, les cartes ne sont même pas encore arrivées. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et je le regrette. Plus que quelques jours seulement, et les Béninois iront voter. Madame Bédo, je voudrais que vous regardiez cette caméra et vous dites à ces Béninois qui nous suivent un peu partout et qui devront voter le 6 mars prochain, et dites-leur pourquoi c'est vous qui êtes la meilleure candidate et c'est pour vous qu'ils devraient voter, non pour un de vos adversaires. Chers compatriotes, 30 secondes. Hein. Chers concitoyens, Marie-Élise Bédo est la meilleure. Elle ne vole pas. Elle n'a jamais détourné. Elle respecte les tests. Et elle vous a dit, avec Marie-Élise Bédo, l'impunité qui fait le lit de la corruption va disparaître. Je dis bien va disparaître parce que j'appliquerai les tests. Il est temps que nous appliquions les tests. Et je vous dis que si on appliquait un minimum de tests, nous serons heureux. La pauvreté va disparaître. Donc, ayez confiance en Marie-Élise Bédo. Vous connaissez très bien Marie-Élise Bédo. C'est la candidate qu'il vous faut. C'est la présidente de la République qu'il vous faut pour changer tout. Madame Bédo, on vous remercie donc d'avoir fait le déplacement de ce studio pour présenter votre candidature, votre programme aux différents, à ceux qui vont voter le 6 mars. On vous remercie. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour vous, chère madame. Nous allons mettre le thème à cette émission, mais Thierry Rogan... dans une quinzaine de minutes. Bien entendu, vous allez faire aussi le portrait d'un candidat aujourd'hui, non? Oui, le portrait du général Amoussou. Fernand Amoussou. Bien entendu, chers téléspectateurs, vous avez compris. Ne partez surtout pas. L'émission n'est pas entièrement terminée. Thierry attend avec ses invités pour débriefer les 90 minutes d'émission que vous avez suivies. Merci beaucoup, madame Bédo. Merci. On prend une pause. On vous retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup et à demain.